Salut mes chers chefs, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes manager, chef d'équipe, chef d'entreprise, chef de votre vie, ou que vous avez envie de l'être prochainement. Être chef, ce n'est pas juste manager une équipe, c'est plutôt une manière d'être, une manière de vivre, une manière d'avoir de l'impact sur le monde, à commencer par son propre monde. Être chef, c'est aussi avoir conscience de son rôle et de ses responsabilités, c'est avoir envie de s'occuper des gens, d'une équipe. C'est aussi être garant et garante de l'harmonie des relations au travail et d'accompagner nos collaborateurs et nos collaboratrices dans leur évolution. Ici, dans ce podcast, on explore ensemble le rôle de chef, toutes ses facettes, ses difficultés, l'état d'esprit aussi qu'il faut avoir pour l'être, les pratiques de management et l'impact que ce rôle a plus largement sur nous. Je m'appelle Sophie Plumer, je suis chef d'entreprise, productrice de podcasts RH et RSE et coach en management. Mais avant de me lancer dans l'entrepreneuriat en 2021, j'étais consultante en management, puis responsable RH dans une entité d'environ 1000 personnes et je menais des opérations RH en manageant une équipe de 15 collaborateurs. C'est avec ces différentes casquettes que j'ai appris que la pièce maîtresse de toute organisation, c'est le manager. S'il est bon, c'est génial, s'il n'est pas bon, ça fait de gros dégâts. Donc en 2020, je me suis engagée dans l'aventure du podcast pour donner la parole à des chefs inspirants et inspirantes et pour vous partager mes bonnes pratiques afin de vous accompagner au mieux dans votre rôle. 3 ans plus tard, Chef, c'est un podcast de plus de 60 épisodes. C'est aussi un studio de production de podcasts pour entreprises. Ce sont des accompagnements individuels et collectifs sur des sujets de management et ce sont des formats qui fédèrent des chefs de tous les horizons à travers des groupes d'entraide, des dîners et des escapades entre chefs. Bref, ici, on parle, vous l'aurez compris, de management, de leadership, d'impact positif, de futur du travail, de santé mentale et physique et de développement personnel. J'espère sincèrement que chaque épisode vous fera grandir dans votre rôle et vous donnera des clés pour être plus aligné et avoir un impact positif sur votre environnement professionnel. Avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée et à laisser un commentaire sympa. Bonne écoute! Bonjour Lénaïque. Bonjour Sophie. Bienvenue sur Chef. Lénaïque, tu es la directrice RSE du groupe JC-Deco. Dans cette 3e saison de Chef, nous parlons d'impact positif et donc de responsabilité sociale et environnementale des entreprises. J'ai reçu jusqu'à présent de nombreux dirigeants de petites et moyennes entreprises et je trouvais que c'était vraiment intéressant et important pour avoir une vision la plus large possible de recueillir les témoignages de grands groupes et en particulier d'une personne qui porte le sujet de la RSE au sein d'un grand groupe. Et donc, c'est la raison pour laquelle je t'ai contactée. Et JC-Deco, c'est pas n'importe quel grand groupe puisque vous êtes plus de 11 000 collaborateurs présents dans 100 pays et vous avez mis le développement durable au cœur de votre stratégie d'entreprise. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie, Sophie. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Alors, tous les épisodes de Chef démarrent de la même manière avec une question rituelle que je voudrais te poser, Lénaïque. Est-ce que tu peux me dire ce que ça veut dire pour toi, avoir un impact positif sur le monde ? Alors, cette notion d'impact positif, je l'ai cherchée tout au long de ma carrière dans les différentes entreprises pour lesquelles j'ai pu travailler et sur toutes mes missions. Et donc, je pense que tout d'abord, il faut relier cette notion à la définition de développement durable qui est apparue en 1987 par Madame Brundtland, qui est véritablement d'avoir un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Donc ça, c'est la base. Mais je pense qu'on peut être plus précis désormais. Dans cette démarche, il faut être conscient de ses impacts positifs, mais aussi négatifs. C'est ce qu'on appelle les externalités positives ou négatives d'une entreprise. Et pour avoir un impact positif, il faut d'abord commencer par comprendre le mécanisme, les causes, les conséquences de ces impacts sur la société et sur l'environnement. Et je dis bien sur la société et ses individus, car nous avons à tort tendance à nous concentrer beaucoup trop sur l'environnement et oublier les enjeux sociaux. Et donc c'est en comprenant ces impacts que nous pouvons ensuite déployer des actions concrètes pour accélérer la transformation d'une entreprise vers un business model plus vertueux. Donc concrètement, les entreprises aujourd'hui, elles ne peuvent plus continuer de produire sans se soucier de leurs impacts. Et la valeur de l'entreprise, elle doit être redéfinie pour mieux appréhender ces impacts. Et enfin, je souhaiterais ajouter une dernière notion que je porte, l'utilité.
Aujourd'hui, il me semble indispensable de se demander quelle est la valeur, quel service mon entreprise apporte à la société et comment je peux accroître ce capital utilité pour m'assurer de la pertinence de mon business model. Donc, si je devais résumer ma vision, pour conclure, avoir un impact positif, c'est produire durablement un service utile pour la société. Merci pour cette réponse. Je me suis noté 2 mots-clés qui ont particulièrement résonné et dont on n'a pas beaucoup parlé finalement sur Chef dans cette saison. C'est le mot comprendre et le mot conscience. Comprendre les impacts qu'on a avant déjà de chercher à avoir un impact positif ou négatif, mais déjà comprendre ce qu'on fait, quel impact ça a et en prendre conscience pour ensuite avoir la main dessus finalement et agir dans une certaine direction. C'est le point de départ en fait de toute action. Oui, je pense que tu vois, quand on est directrice du développement durable, on doit travailler sur tellement de sujets divers et variés qu'on ne peut pas tout savoir. Donc, il faut être très humble dans son approche. Donc moi, quand je commence à travailler sur un sujet, que ce soit des achats responsables, l'éco-conception ou encore la finance durable, j'ai une première partie qui est vraiment la compréhension des mécanismes, des enjeux, faire un diagnostic, comprendre quelles sont les pratiques du marché pour pouvoir ensuite mieux orienter l'entreprise dans des décisions qui vont être souvent très structurantes pour elle. Justement, j'aimerais qu'on parle un peu de JC2Co. Vous êtes une entreprise de médias. On sait aujourd'hui à quel point les médias ont une influence sur le monde et sur la société. Comment est-ce que JC2Co prend sa responsabilité par rapport aux enjeux sociaux et sociétaux que tu mentionnais dans ta réponse précédente? Alors en fait, avant, Sophie, j'aimerais bien qu'on parle un peu plus du business model de JC2Co parce qu'on est plus qu'un média. Ouais. On est une entreprise française, on est présente dans plus de 80 pays. Et en fait, on a un modèle qui est très atypique et qui est très vertueux puisqu'on est au service des citoyens. On propose des services aux citoyens financés par la publicité des marques. Donc, à travers la publicité des marques, on va financer des services urbains et quotidiens utiles à tous. Et donc, c'est un modèle qu'on considère comme 3 fois vertueux au plan économique, sociétal et environnemental. Tout d'abord, quand on regarde la valeur créée, notre chiffre d'affaires et sa répartition, il y a 41% de la valeur créée qui est reversée aux mandants, c'est-à-dire aux collectivités locales, aux sociétés de transport, et ça va leur permettre d'améliorer leur service, mais aussi de l'entretenir, et donc on apporte notre soutien aux collectivités locales pour fournir des services aux citoyens. Sur le plan sociétal, un emploi direct JC2Co à travers le monde soutient 10 emplois supplémentaires. Donc on voit bien l'empreinte qu'on a sur notre chaîne de valeur aussi. Et enfin, sur la partie environnementale, comme tu le sais maintenant au niveau européen, on a une obligation pour toutes les entreprises d'une certaine taille, c'est de communiquer sur la taxinomie verte. Donc qu'est-ce que c'est la taxinomie verte ? Ça nous permet d'évaluer l'impact environnemental d'une entreprise. Aujourd'hui, l'Union européenne demande aux entreprises d'une certaine taille de communiquer sur leur chiffre d'affaires vert et la part de leurs investissements dédiés au développement durable et à la transition. Et donc, nous, JC2Co, on s'est plié à cet exercice. Et aujourd'hui, on est très fiers du résultat puisque près de 50% de notre chiffre d'affaires en 2022 participe à la transition environnementale. Tout simplement, c'est lié à nos activités d'abribus. Donc, on permet la mobilité douce dans les villes, mais aussi les vélos en libre service. Et enfin, la contribution par la redevance au financement du transport terrestre et ferroviaire. Donc, on le voit bien, on a ce socle assez solide au niveau de notre business model. Et moi, ce qui m'a particulièrement touchée dans cette entreprise, c'est son engagement depuis ses origines. Ok. Je me permets peut-être une question un peu pied dans le plat. On sait aujourd'hui quand même que les médias ont une influence importante, les marques aussi, surtout d'un point de vue social. Alors on a beaucoup dénoncé, par exemple, des marques de mode qui affichent des femmes très maigres, toutes blanches, etc. Et donc ça manque de diversité. Est-ce que vous avez aussi votre mot à dire et vous cherchez à avoir de l'impact à travers les publicités qui sont diffusées sur vos supports ? Alors c'est essentiel, Sophie. Aujourd'hui, on est un vrai acteur engagé au sein de notre écosystème et pour moi, il est primordial d'accompagner la transition de la communication vers un modèle plus responsable.
Et il faut pas oublier qu'à la base, sans communication, il n'y aura pas de transition. Moi, je suis convaincue qu'on a besoin de faire beaucoup de pédagogie, d'éveiller les citoyens sur ces enjeux et aussi de les aiguiller sur des produits plus vertueux. Donc, pour ce faire, il y a un rôle positif que peut avoir la communication. Ensuite, comment faisons-nous pour influencer cet écosystème pour tendre vers des communications plus responsables? La première chose que nous avons décidé de mettre en place, c'est une charte de déontologie de la communication extérieure, où on va définir un certain nombre de principes pour les communications que nous allons diffuser sur l'ensemble de nos mobiliers à travers le monde. Depuis 2022, 100% de nos pays s'engagent à mettre en œuvre et à appliquer les principes de notre charte de déontologie de la communication extérieure. Concrètement, moi je fais par exemple partie du comité de la France, et on est une dizaine de collaborateurs issus de différents secteurs, de différents départements, le juridique, le marketing, le commerce, les relations villes, mais aussi le directeur de la compliance. Et ensemble, nous évaluons environ 3000 campagnes chaque année. Il y en a une centaine qui ont posé problème l'année dernière. Nous sommes allés voir notre client ou l'agence média en charge de cette campagne pour leur expliciter quels étaient les enjeux derrière cette campagne de communication, en quoi elle n'était pas conforme avec nos valeurs et notre charte, et nous leur avons demandé de revoir leur copie. 50 d'entre elles n'ont pas pu être diffusées sur notre réseau en France, puisque nous n'avons pas trouvé de compromis et nous imaginions que ça représentait un risque pour l'annonceur, mais aussi pour les citoyens ou pour notre entreprise. Donc aujourd'hui, c'est très important de se saisir de ces enjeux et de les évaluer et de se questionner régulièrement sur ces sujets-là, puisque ce qui était acceptable il y a 20 ans ne l'est plus aujourd'hui. On ne demande plus de gens qui fument en France, par exemple. Maintenant, c'est une évidence. Mais en fait, on le voit bien, le rythme s'est accéléré et tout ce qui est aujourd'hui acceptable ne le sera peut-être plus demain. Donc, on essaye aussi de se challenger régulièrement et on fait partie de nombreux groupes de discussion pour promouvoir notre vision, mais aussi se nourrir de ces échanges avec nos parties prenantes. Ok, j'entends que sur 3000 campagnes, 50 finalement c'est non neutre, mais c'est quand même une très très large minorité. Moi j'aime bien parler des choses positives, des choses qui donnent espoir et qui donnent confiance. Quand je t'écoute, je me dis que finalement le milieu des médias, de la communication et du marketing est peut-être en train d'évoluer aussi et de prendre des responsabilités pour de diffuser des messages qui vont dans le sens de la transition. Est-ce que toi, avec ta vision du comité, justement, et encore plus avec ta vision RSE JC2Co, tu confirmes un peu cet a priori qui est très lointain? Je suis complètement d'accord avec toi, Sophie. On voit une vraie appropriation de ces enjeux par le secteur. Je pense qu'il y a de nombreux signaux qui nous le montrent. On a de plus en plus de normes, de textes, donc on est de plus en plus accompagné. Au début, une entreprise, elle pouvait se sentir très démunie sur comment bien communiquer. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible de dire ça. Il y a de nombreux outils qui existent, de nombreuses organisations qui peuvent accompagner cette transition. Et là où je suis aussi rassurée, c'est le niveau d'appropriation des agences médias. Parce qu'à un moment, il faut que ça vienne aussi des agences de communication et des agences médias, qui sont au final les consultants des entreprises qui doivent les guider vers ces bonnes pratiques. Moi, j'ai de nombreux échanges avec mes pairs dans les agences et je vois qu'il y a une vraie appropriation. Et encore une fois, je reviens à cette notion de comprendre. Nous, on a décidé aussi de faciliter cette compréhension en lançant un calculateur d'empreintes des campagnes pour les agences médias et les annonceurs. Donc concrètement, en 2021, on a lancé Empreinte 360 qui permet pour toute campagne JC2Co de comprendre quelle est l'empreinte carbone, mais aussi l'empreinte en eau et l'empreinte socio-éco, les externalités positives et les externalités négatives. Donc ça, c'est le diagnostic. Et en fait, à travers cet outil-là, cela nous a permis de rencontrer tous nos clients, toutes les agences médias, pour communiquer, expliquer, vulgariser l'ensemble des enjeux liés à la communication et essayer d'identifier bien sûr des plans d'action. Mais je pense qu'encore une fois, c'est important de bien comprendre et d'avoir un diagnostic solide pour savoir ce sur quoi on doit s'engager.
Donc, on l'a pris d'un prisme environnemental, mais tout de suite, après l'éco-conception des campagnes, comment on peut réduire l'intensité énergétique des campagnes, on parle aussi, bien évidemment, de la campagne en elle-même, comment on peut promouvoir des pratiques plus responsables et mettre en avant des produits plus vertueux et faciliter la transition en accompagnant le citoyen consommateur vers des choix plus responsables. Ok. Ouais, on voit aussi votre rôle de pédagogie, en fait, dans l'accompagnement de vos clients. Hyper intéressant. En matière de responsabilité, je trouve, d'entreprise, de pas uniquement s'arrêter à ce qu'on fait nous, dans notre business model à nous, mais aussi d'accompagner la filière. Enfin, moi, je considère qu'une entreprise aussi importante et influente que JC Deco a cette responsabilité-là, et on comprend que vous la prenez, en tout cas en partie, et vous êtes dans ce chemin-là. Lénaïque, on a déjà abordé beaucoup d'actions que vous faites chez JC Deco. Toi, ton rôle là-dedans, qu'est-ce que c'est? Quelle est ta mission en tant que directrice de la RSE? Alors, ma mission, elle est assez vaste et je pense très transformante pour l'entreprise, puisqu'au final, c'est faciliter et accélérer la transformation de l'entreprise pour intégrer les enjeux de durabilité. Et donc, comme je te l'ai dit, c'est assez vaste parce qu'on va parler de nos pratiques en termes d'achat, de nos pratiques en termes de communication, en termes de relations avec les mandants, les villes, les aéroports, les sociétés de transport, mais aussi auprès de nos collaborateurs. Au final, moi, mon objectif, c'est véritablement d'avoir un impact positif systémique, c'est-à-dire réduire notre empreinte environnementale et accroître les bénéfices pour la société liés à nos activités. Donc, une fois qu'on a dit ça, ça semble quand même un peu titanesque. Je pense que moi, j'ai eu besoin de me dire, bon, alors concrètement, mais comment je vais faire? Quels sont mes axes de travail? Donc, le premier axe de travail, c'est d'anticiper et d'adresser les attentes des parties prenantes en termes de développement durable. Le deuxième axe, c'est de définir et de déployer la feuille de route de la stratégie développement durable du groupe. Le troisième point indispensable, c'est d'accompagner les métiers et les filiales dans la transformation durable de mon activité. Le quatrième point, mesurer et valoriser notre performance extra-financière. Et enfin, collaborer avec l'ensemble des parties prenantes pour faire évoluer les pratiques de notre industrie. Donc ça rejoint complètement ce sur quoi on était en train d'échanger, Sophie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, un leader en développement durable ne peut pas se transformer seul et ne peut pas se transformer uniquement son entreprise. Il doit insuffler une dynamique positive sur toute sa chaîne de valeur et rayonner sur ses engagements, accompagner cette transition et donner envie à l'ensemble des acteurs de s'engager auprès de lui. Moi, tu le sais, je viens de la fonction RH. J'étais responsable RH auparavant. On a parlé de la responsabilité sociale, enfin sociétale. On a parlé de la responsabilité environnementale. Est-ce que dans ta casquette, tu as aussi des actions plus managériales, plus RH auprès, je sais pas, sur des sujets tels que l'égalité homme-femme, le handicap, etc., qu'on met aussi souvent dans la casquette RSE? Alors, tout à fait. Alors, c'est assez marrant parce qu'en fait, chez JC Deco, historiquement, la vision des enjeux sociaux était très locale. On pensait que chaque business étant spécifique dans des régions très différentes, et c'est vrai, on n'opère pas notre activité de la même façon aux États-Unis qu'en Australie ou en Afrique du Sud. Donc cette notion des enjeux RH, elle était portée en local par les managing directors et les DRH locaux. Et cette année, nous avons décidé de créer un socle commun au niveau du groupe d'engagement pour nos collaborateurs, afin de traiter un certain nombre d'enjeux qui nous semblent de plus en plus importants. Alors bien évidemment, on traitait déjà la santé-sécurité des collaborateurs, parce que ça c'est lié à notre activité, c'est clé, et c'est indispensable, et c'est un must-have. Mais aujourd'hui, on le sait, c'est pas suffisant. Donc aujourd'hui, moi je veux parler de l'épanouissement des collaborateurs, du bien-être, mais aussi de la gestion des risques sociaux. Et enfin, bien évidemment, ça va au-delà. C'est comment on accompagne nos collaborateurs dans leur carrière au sein de JC Deco
Donc on est en train de travailler au sein de ma direction sur un socle d'engagements sociaux pour l'entreprise qui va intégrer toutes les priorités sociales que doit avoir aujourd'hui un grand groupe. Et donc l'idée, ça va être d'identifier quelles sont nos priorités pour les filiales matures, mais aussi quels sont les premiers axes de travail pour des filiales moins matures, puisque dans certains pays où nous opérons, il y a une dizaine de collaborateurs. Donc je peux pas aujourd'hui avoir le même niveau d'exigence, par exemple sur la sensibilisation aux enjeux de personnes en situation de handicap, alors que la base, ça va peut-être être d'abord de mettre aussi en avant un parcours de compétences pour mes collaborateurs, m'assurer de la juste rémunération, de la mise en place d'une rémunération variable. Donc aujourd'hui, on identifie un peu quels sont l'ensemble des chantiers, quelles sont les priorités, quel est le socle commun indispensable pour tous nos collaborateurs, pour qu'ils soient fiers de travailler chez JC2Co, mais aussi comment on va accélérer et quelles sont les différentes pistes pour accélérer. Et je pense que ça, c'est indispensable aujourd'hui pour répondre à des enjeux d'attraction et de rétention des talents. Je pense que c'est aussi ma fonction en général, le développement durable, qui va redonner cette fierté aux collaborateurs de travailler pour l'entreprise. Et on le voit bien, le sens a de plus en plus d'importance pour les collaborateurs. Pourquoi je fais mon travail? Quels sont les impacts de mon entreprise? Est-ce qu'elle est véritablement vertueuse? Et il faut absolument répondre à toutes ces questions. On ne peut plus ne pas communiquer sur ces enjeux auprès de nos collaborateurs. Oui, et d'où l'intérêt pour un groupe aussi gros que JC2Co et aussi présent à l'international dans des pays très différents, d'avoir une coordination de l'action, même si ensuite c'est décliné bien sûr localement. Vous êtes 11 000 collaborateurs à travers le monde. J'imagine que c'est loin d'être évident. Tu disais déjà parce qu'il y a des réalités très différentes, des tailles d'équipe très différentes, mais de faire bouger les lignes de manière un peu coordonnée dans ce qui peut paraître parfois un gros mammouth quand on prend des grands groupes comme ça, comme JC2Co. Toi, quels vont être les moyens que tu vas mettre en place en priorité pour faire bouger les lignes, en lien bien sûr avec votre stratégie RSE? Alors, je suis arrivée dans l'entreprise il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Donc, j'ai vraiment commencé à mon arrivée avec une posture très humble, en me disant, il faut absolument que j'arrive à comprendre les spécificités de notre business, ses impacts, et aussi les spécificités locales. Donc, j'ai fait un tour du monde virtuel grâce à Teams, où j'ai pu échanger avec l'ensemble de nos correspondants en développement durable à travers le monde, mais aussi avec les managing directors, en leur demandant à chaque fois, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quels sont tes enjeux? Et ça, je pense que c'est vraiment la base et ça m'a permis de nourrir ma vision du groupe. Et en 2022, on a décidé d'affiner notre stratégie. Donc, j'ai redéfini la stratégie RSE du groupe pour mieux refléter les nouveaux challenges de notre société, mais aussi renforcer nos engagements pour répondre aux attentes de nos parties prenantes. Et cette année, j'ai lancé notre stratégie climat, alignée avec la science, dont le dépôt auprès du SBTi est imminent. Et clairement, aujourd'hui, c'est un vaste chantier. C'est colossal comme tâche. On doit réduire de 50% nos émissions carbone sur l'ensemble de nos scopes à horizon 2030 et de 90% à horizon 2050. Donc clairement, pour y arriver, il va falloir repenser notre business model, identifier des solutions innovantes et changer nos pratiques. On a identifié 3 leviers majeurs, donc l'immobilier, l'énergie, les déplacements. Sur l'énergie, je suis assez confiante. C'est des choses qu'on faisait historiquement. Comment réduire les émissions de nos opérations? Ça concerne nos mobiliers, nos véhicules, nos bâtiments. Et donc, on a mis en place de nombreuses solutions d'efficacité énergétique. On a renouvelé notre flotte de véhicules pour des véhicules à faible émission. Et on va continuer. Derrière, ce sont des investissements conséquents. On doit adapter nos opérations. C'est pas simple, mais on a les solutions. En revanche, le plus gros défi aujourd'hui se porte sur les mobiliers. Et c'est bien là où on aura le plus d'impact, parce qu'aujourd'hui, c'est mon scope 3, et c'est 90% de mes émissions au niveau du groupe. Donc l'objectif,
c'est d'améliorer leur empreinte environnementale pour réduire les émissions carbone associées à travers des actions comme l'éco-conception et l'économie circulaire. Et donc pour ce faire, je travaille avec l'ensemble des fonctions en interne, mais aussi notre chaîne de valeur. Parce que je suis convaincue que pour avoir un impact systémique d'envergure, on doit collaborer avec nos fournisseurs pour la recherche de nouvelles solutions techno, mais aussi avec nos clients. Et pourquoi nos clients ? Parce qu'en fait, on a un énorme enjeu d'acceptabilité de ces nouvelles solutions, qui sont plus vertueuses, mais forcément différentes de celles que nous avions historiquement. Donc, il faut les accepter. C'est un vrai changement de perception et de valeur. Par exemple, on a réalisé un abri upcyclé, un abri où on a utilisé des rebuts de production, des déchets. On a fait les poubelles. Les poubelles chez nous, mais les poubelles aussi de grands groupes. Et on a décidé de réutiliser l'ensemble de ces matériaux. Donc, ce sont des mobiliers uniques qui s'assimilent presque à une œuvre d'art, puisqu'on n'a plus du tout ce côté identique à l'identique, reproductible à l'infini. Mais donc, du coup, il faut accepter. Ça sera différent, pas forcément moins bien. La qualité sera identique, mais son design sera évolutif et différent. Donc aujourd'hui, moi, l'un de mes grands chantiers, c'est d'accompagner cette transformation auprès de mes équipes, l'appropriation de ces enjeux afin de définir des solutions innovantes, mais aussi les intégrer à notre business. Converger le développement durable et la stratégie de l'entreprise pour s'assurer qu'à la fin, on arrivera vraiment à transformer l'entreprise. Et donc, pour ce faire, je dois travailler sur l'acceptabilité auprès de nos clients, les collectivités locales, les sociétés de transport, mais aussi les annonceurs. Parce que ça peut être aussi renoncer à certaines campagnes, à certains outils, pour d'autres outils qui permettront de toucher tout aussi bien nos cibles, mais de manière différente. Depuis le début, en fait, de notre épisode, il y a vraiment ce mot pédagogie, transmission, accompagnement, en fait, qui revient dans beaucoup des actions que tu portes et que vous portez avec le groupe. On parlait de la charte, là tu parles de l'acceptabilité, de l'acceptation de vos clients, de l'appropriation par tes équipes. Comment tu fais concrètement et peut-être dans quel état d'esprit tu es pour faire passer des messages, expliquer, réexpliquer, j'imagine. J'imagine que tu es aussi confronté à des personnes qui ont des contre-arguments très forts ou même parfois des contre-arguments très faibles, mais qui sont campés sur leur position. Dans quel état d'esprit tu es justement pour faire bouger les lignes auprès de toutes ces personnes ? Parce que je disais, tu portes la stratégie pour un groupe de 11 000 personnes, mais en fait, on comprend que ton impact, il est beaucoup plus large puisque tu as aussi les clients, les fournisseurs, l'écosystème. Alors, je pense que j'ai beaucoup d'énergie et j'aime mon travail, donc ça m'aide. Je pense qu'il faut être sincèrement convaincu pour occuper mon poste aujourd'hui et il faut vouloir prêcher la bonne parole. Je pense que j'ai aussi la chance d'avoir une équipe incroyable, très compétente et très engagée. Donc l'engagement, c'est un mot-clé qui revient souvent, mais il faut avoir envie de faire ce travail, avoir envie d'engager les gens, de mobiliser son écosystème pour avoir cet impact. Et aujourd'hui, l'appropriation des enjeux par l'ensemble des collaborateurs, c'est une de mes actions prioritaires. Ça a toujours été l'un de mes leitmotivs sur mon job, c'est ne laisser personne au bord de la route. Il faut que tout le monde comprenne pourquoi on fait ça, quels sont nos objectifs, comment on va y arriver et quels sont les bénéfices derrière. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de renoncement, mais à un moment, il faut aussi aider les gens à se projeter sur le monde que sera demain, et il y aura forcément des bénéfices aussi dans ce monde-là. Donc, depuis que je suis arrivée dans l'entreprise, j'ai notamment créé 2 temps forts pour nos collaborateurs. Un premier événement au printemps avec les membres du directoire, donc avec un portage au plus haut niveau, dédié à la stratégie, où on va expliciter la vision, la feuille de route, engager les collaborateurs avec le message des dirigeants. Et ensuite, j'ai créé un 2e temps fort lors des semaines du développement durable européennes, où nous valorisons les hommes et les femmes qui donnent vie à cette stratégie.
où là, on va rentrer dans des éléments beaucoup plus concrets. On va avoir des témoignages de l'ensemble de nos collaborateurs, issus de l'ensemble de nos filiales, qui vont expliciter comment, au quotidien, le développement durable, ils l'intègrent dans leur métier. Je suis assez fière de ces événements, et notamment cette année, on a eu le privilège de recevoir Bertrand Piccard, fondateur de Solar Impulse, que tu dois connaître comme nos interlocuteurs. Et aujourd'hui, il est venu dans l'entreprise de façon très humble, très dynamique, où il a partagé sa vision, mais aussi ses challenges, ses défis. Et l'ensemble des collaborateurs ont été très touchés par cette intervention d'une personne extérieure à l'entreprise qui a mis en lumière l'ensemble des challenges auxquels nous sommes tous confrontés. Et en fait, ça fait du bien de ne pas se sentir isolé face à ces challenges. Il faut déculpabiliser les gens, les aider à comprendre qu'ils ne sont pas seuls et les aider à trouver des solutions. Et donc, ça passe beaucoup par ces événements, mais aussi des formations, avec un socle commun de formation RSE que nous avons lancé pour l'ensemble de nos collaborateurs, mais ce n'est pas suffisant. Après, il faut faire des formations métiers pour que chaque personne de l'entreprise puisse comprendre véritablement quels sont ses impacts et qu'est-ce que je peux faire sur mon périmètre. Donc, on a commencé par former les acheteurs, mais aussi les commerciaux, les marketeurs. L'année prochaine, on va former les personnes de la finance, et ainsi de suite. Et donc, je constate qu'à la fin de chacun de ces cycles, il y a un avant et un après. Le regard sur la mission de l'entreprise est radicalement différent. Et c'est un vrai boost pour la fierté d'appartenance à cette belle maison JC2Co. En t'écoutant, il y a aussi une notion qui, pour le coup, est beaucoup revenue dans les épisodes de Chef sur cette saison sur l'impact, c'est la notion de temps. On a parfois l'impression qu'on est très dans l'urgence, qu'on devrait faire bouger les choses beaucoup plus rapidement, qu'on n'a pas le temps d'attendre que tout le monde monte à bord, etc. Et en même temps, les stratégies d'entreprise prennent du temps. On ne peut pas tout faire en même temps. On a besoin de temps pour s'approprier et faire changer des actions, des business models parfois, des états d'esprit. D'ailleurs, c'est une question, c'est quoi ton rapport au temps par rapport aux enjeux que tu as ? Comment cette notion-là vient impacter ou pas tes actions et tes convictions ? Alors, je pense que le passage à l'action commence par une stratégie de petits pas. Il faut identifier les premières actions acceptables pour l'entreprise afin de cranter progressivement et étendre l'impact d'une manière que l'entreprise pourra absorber. Dans la vie personnelle, je suis assez impatiente, mais sur mon job, je ne peux pas me le permettre. Donc, tu as tout à fait raison, Sophie. Il faut définir le rythme du changement que l'entreprise peut accepter. Et donc, ça signifie avoir une feuille de route à court, moyen et long terme, où on définit vraiment une trajectoire de transformation en identifiant à terme quel est mon objectif final. Et après, on regarde dans le rétroviseur quelles sont les différentes étapes que je vais devoir déployer pour atteindre cet objectif. Et donc, c'est vraiment mon quotidien, c'est d'identifier avec les équipes comment on va atteindre chacun de ces paliers pour s'assurer d'un succès et ne pas aller trop vite. Parce que souvent, chaque étape est indispensable pour passer à la suivante. Donc, il faut vraiment se laisser le temps. Et aussi, parfois, même si nous, on est prêts, parce que moi, je suis directrice du développement durable, donc je baigne dedans, il faut aussi être conscient que tous les autres acteurs de l'entreprise n'ont pas la même notion autant que moi et le même besoin d'urgence d'agir. Et par ailleurs, ils ont d'autres objectifs et enjeux et challenges liés à leur métier. Donc, il faut accepter de faire des pauses, de les laisser mûrir ces sujets pour qu'ils puissent se les approprier, en parler avec leurs équipes, sans toi, et après revenir vers toi. Et parfois, c'est assez magique parce qu'en fait, ils auront complètement revu ta feuille de route, ils auront décidé d'accélérer et tu auras des belles surprises. Donc, il faut aussi savoir lâcher prise et savoir se retirer et revenir. Et c'est un jeu de funambule pour réussir à gérer toutes ces énergies et s'assurer en tout cas qu'il y a une énergie et un passage à l'action. On arrive bientôt à la fin de notre échange, Lénaïque. J'ai 2-3 dernières questions.
Comment est-ce que vous vous assurez que vos objectifs soient assez ambitieux? Alors, tout d'abord, c'est la base. Quand tu définis ta stratégie de développement durable, si tu n'as pas d'objectif, tu es dans greenwashing. Des engagements, c'est bien, mais des objectifs et des actions, c'est mieux. Donc pour nous, c'était indispensable de définir des objectifs ambitieux pour piloter le déploiement de nos actions, mais aussi communiquer sur la progression de nos ambitions. Donc on en a cité quelques-uns sur le climat, mais on en a aussi sur les enjeux sociaux. Par exemple, d'avoir d'ici 2027 40% de femmes au sein de nos instances dirigeantes. D'ici 2030, de réduire de 25% le taux de fréquence des accidents versus 2019. Et aussi, par exemple, sur l'environnement, maintenir des engagements. Depuis 2022, 100% de nos consommations électriques sont couvertes par de l'électricité verte. Et d'ici 2035, 0 enfouissement des déchets. Donc, plein d'objectifs. Et alors, pour chacun de ces objectifs, comment nous les avons définis? Premièrement, nous avons réalisé un benchmark des acteurs de la communication, mais aussi des entreprises les plus engagées, les plus avancées sur ces thématiques, pour définir le bon niveau de curseur. C'est le cas, par exemple, pour la couverture en énergie renouvelable. Et ensuite, il y a d'autres sources de motivation et d'inspiration. En ce moment, il y en a un qui est très actif, le régulateur. Avec la CSRD, la refonte du reporting extra-financier, on le voit, les entreprises vont devoir s'engager sur de nombreux objectifs. Mais avant cela, la France, elle a toujours été très précurseur sur ces sujets. Donc, par exemple, les parlementaires ont voté une loi imposant des quotas de femmes, 40% de femmes en 2030 dans les instances dirigeantes. Chez JC2Co, nous avons décidé d'être plus rapide, puisque cet objectif ambitieux est à 2027 et non 2030. Sur le climat, clairement, on s'est appuyé sur les recommandations du SBTI, les Science Based Targets Initiative, qui est un organisme international assurant la pertinence des engagements des entreprises sur leur trajectoire de réduction. Donc là, on avait quelque chose d'assez robuste sur lequel s'appuyer. Et enfin, il y a certains objectifs qui sont définis par les équipes elles-mêmes, en local, basés sur leurs connaissances fines du marché et leurs compétences métiers. C'est le cas sur la santé-sécurité et la réduction du taux de fréquence des accidents. Et en fait, c'est un procédé qui est très efficace parce que nos équipes, elles s'approprient les sujets et s'impliquent davantage dans l'atteinte des objectifs. Donc, dans tous les cas, c'est indispensable d'avoir des objectifs pour l'ensemble de ces engagements qui soient clairement définis et déployés dans l'organisation avec un portage au plus haut niveau. Tous ces KPI, on les suit de façon trimestrielle, avec une revue dans les codires locaux de nos filiales et aussi au niveau des membres du directoire. Donc on le voit bien, il y a un vrai pilotage de ces objectifs dans le temps. Comment est-ce que tu vois le futur de ta fonction? Alors, le futur de ma fonction, alors j'aimerais qu'elle disparaisse à terme, que le développement durable soit tellement infusé dans tous les métiers que je n'ai plus de raison d'être. Mais je pense qu'on n'y est pas. Je pense qu'on a encore besoin d'avoir une direction qui va centraliser cette vision, qui va lui donner vie et qui va animer l'entreprise. Et donc, je pense qu'à court terme, ma fonction va devenir de plus en plus centrale. Et aujourd'hui, je pense que les compétences relationnelles sont essentielles sur mon périmètre. Mon pouvoir aujourd'hui, il est plus dans l'influence et dans la capacité à convaincre le passage à l'action. Demain, j'espère que nous, les directeurs du développement durable, aurons un vrai pouvoir décisionnel basé sur des KPI aussi fiables et stratégiques que les indicateurs financiers. Et donc, je pense que là, encore une fois, avec la refonte du reporting extra-financier, il y a une véritable opportunité pour accélérer cette transition, puisque l'enjeu, c'est de créer une véritable comptabilité extra-financière et de mettre le développement durable au même niveau de maturité que la finance. Donc j'espère que demain, ma fonction sera encore plus dans la décision que dans l'influence. Et enfin, Lénaïque, est-ce que tu as un dernier message pour les chefs qui nous écoutent et qui veulent aussi mettre leur entreprise en action pour un monde meilleur? Alors j'ai distillé beaucoup de conseils, mais je pense qu'il y a un enjeu qu'on n'a pas beaucoup abordé, c'est sur la façon d'embarquer aussi ses collaborateurs dans son discours. Et ça, je pense que ça peut vraiment faire la différence quand on se lance.
Et je pense qu'il y a 2 enjeux clés quand on s'adresse à ses collaborateurs ou à son COMEX, à son CODIR. C'est la vulgarisation et la personnification du discours. Donc sur la vulgarisation, je pense que personne n'aime se sentir bête face à un discours jargonneux, rempli d'acronymes. Donc il faut faire de la pédagogie. Moi, quand je prépare mes interventions et mes supports, j'aime penser que ma fille doit être en mesure de les comprendre. Sans ça, vous n'avez pas d'impact. Si vous n'êtes pas compris, vous n'avez pas d'impact. Et ensuite, il faut personnifier son discours. Et ça passe par bien comprendre qui est son interlocuteur, c'est-à-dire ses enjeux, ses objectifs, ses challenges, afin de commencer son intervention de manière ultra percutante, en lui expliquant le why, pourquoi on doit faire ça, mais de façon adaptée à ses motivations. Et ensuite, il faut dérouler son discours au prisme de ses attentes. Donc je pense que pour embarquer ses collaborateurs et lancer un projet d'envergure ou une stratégie de petits pas dans sa société, il faut tout d'abord bien convaincre ses collaborateurs, ses dirigeants sur la pertinence de ses actions et comment on va y arriver tous ensemble. Merci beaucoup Lénaïque pour tous ces conseils et ces inspirations. À bientôt. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Chef. J'espère qu'il vous a été utile pour mieux vivre votre rôle de chef si épanouissant mais aussi si complexe. Merci pour votre soutien et pensez à vous abonner à la chaîne du podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça vous permettra d'être informé à chaque fois qu'un nouvel épisode est diffusé. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter que j'envoie un vendredi par mois. Et si vous avez des questions, je vous rappelle qu'il y a le répondeur de chef sur lequel vous pouvez laisser des messages vocaux. Et j'y réponds soit directement par email, soit par l'intermédiaire d'un épisode de podcast quand votre thème concerne plus de monde que vous. Voilà. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.